Il est temps maintenant de passer à la chronique de Valérie. On vous a réservé une petite surprise pour lancer la chronique de Valérie avec un petit générique. Sylvain en manette. C'est grand format files. Agent Simonet, est-ce que vous pouvez nous exposer les conclusions de votre rapport, la vérité des tailleurs? Mais, je pense qu'elle est ailleurs, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette rencontre avec Jean-Baptiste et clairement, la vérité est chez lui. Oui. Voilà. Donc, ce qu'on va essayer d'aborder ne le concerne que très peu, je pense. Très bien. Donc, tu vas nous parler d'un sujet, d'un vaste sujet, on pourrait dire un sujet du bac philo, entre le bac philo et X-Files. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Écoute, que dire? C'est un sujet qui est brûlant d'actualité. Je crois que tous les jours, presque tous les jours, dans la matinale du Monde, il y a un événement qui nous ramène à ce sujet sur la vérité photographique. Donc voilà, contrairement à ce générique, je pense pas que je vire Oui, c'est ça. complotiste. J'allais te dire, effectivement, Mulder flirtait un petit peu avec des tests complotistes. Oui, Toi, ce n'est complètement. pas le cas. Ouais. Non, j'espère que non, mais en revanche, je suis très, très frappée par le fait que la photo soit extrêmement attaquée en ce moment. Mmh. Ce qui est très bizarre parce que aucun outil, aucune expression humaine ne semblait aussi bien témoigner de la réalité que la photographie. Là où d'autres formes artistiques disent et inventent de manière tout à fait évidente, la photographie, elle, ne semble pouvoir être autre chose qu'une image de la réalité. Voilà, un miroir tendu devant le spectacle du monde. C'est un petit peu ce que nous montrait Jean-Baptiste tout à l'heure. Et d'ailleurs, la photographie a fait son trou extrêmement vite vis-à-vis de la peinture, par sa rapidité, sa précision et son objectivité à enregistrer le réel. Donc, sur cette image, par exemple, on demande à la photo de départager et de désigner le vainqueur quand notre œil ne voyait que deux ex-aequo absolus. Donc, il faut vraiment qu'on s'interroge aussi sur le mot objectif, hein, qui désigne l'outil de la prise de vue. Euh, on demande à l'objectif d'être objectif, c'est-à-dire d'être dénué de subjectivité, d'erreur, d'approximation, de tout ce qui fait en fait l'humanité. Donc, la photographie serait la preuve du réel sans notre subjectivité. Donc, et particulièrement quand nos yeux atteignent leurs limites. Donc, on délègue énormément à la photographie et surtout en ce qui concerne nos décisions. Ouais. Comme sur cette image, là, en fait, c'est une photo finish, où là, on considère que la photo quasiment a force de preuve. Exactement. Voilà, la photo est une preuve. Et c'est la preuve du réel. Mmh. Mais si on parle du réel, j'aimerais qu'on creuse un petit peu. Heu, Là, ce n'est pas une photo, c'est un tableau, qui s'intitule «La condition humaine», un tableau de Magritte, et il représente un tableau posé sur un chevalet, devant une fenêtre qui ouvre sur un paysage. Mmh. Alors, le paysage du tableau se confond avec celui derrière la fenêtre. Donc seuls les contours du tableau, vous voyez, et le chevalet signalent que c'est une peinture. La représentation du réel n'est pas le réel, jamais. Alors on le comprend très facilement avec un tableau, mais c'est pareil avec une photo. Mais on a beaucoup plus de difficultés à l'admettre, Mmh. qu'une photo n'est qu'une représentation du réel. Ouais. Du coup, sur ce tableau-là, donc de Magritte,
Comment est-ce qu'on peut expliquer le titre «La condition humaine»? Eh bien parce que, Magritte souligne avec ce tableau qu'une énorme partie de ce que nous savons, apprenons, produisons, ne sont que des représentations du réel et pas le réel lui-même. Réfléchissez à tout ce que vous savez, mais que vous n'avez jamais vu, en fait, Ouais, de vos yeux. ouais. Sur cette peinture, en fait, moi, je peux pressentir que le tableau représente le paysage, extérieur, mais j'en ai pas la certitude. C'est impossible de savoir réellement ce qu'il cache. C'est exactement ça. C'est là la spécificité de la condition humaine. Quand toute l'expérience de l'animal est vécue, l'homme, lui, tire, de son accès à la représentation, au symbolisme, un immense pouvoir d'apprentissage, mais aussi un doute. Mmh. Parce que comment savoir si ce tableau dans le tableau de Magritte, représente ce qu'il cache? S'il n'y a pas, par exemple, une maison ou un personnage sur le Mmh. chemin, heu, comment savoir si le tableau ou la photo disent vrai? Voilà, c'est ce dont nous allons essayer Mmh. de parler aujourd'hui. Alors, ça c'est une photo très ancienne, de 1854. Napoléon III s'apprête avec Haussmann à raser le vieux Paris et il va confier à la toute jeune photographie et à Marville, Mmh. le photographe, le soin d'enregistrer l'image des quartiers qui vont être détruits. Ouais. Ça montre bien que la photographie, dès son origine, en fait, était, considérée comme un témoignage, un témoin du réel. Voilà, absolument. Donc l'objectif, de Napoléon III et donc, de Maleville, était double. Mmh. Alors il y avait bien sûr conserver des traces historiques, mais surtout, prouver, les bienfaits des nouveaux aménagements qui devaient apporter confort et salubrité aux Parisiens. Accessoirement, on sait que c'était aussi de réduire les foyers de contestation, repousser les pauvres en périphérie et on le découvrira 15 ans plus tard, permettre la charge des chevaux contre la commune. Mais enfin bon, Donc tu mauvais déjà, esprit. il n'y avait pas qu'un seul objectif. Ouais. Justement, au travers du terme objectif dont tu as parlé, là, on parle d'objectif, c'est-à-dire d'intention derrière Et l'image. exactement, voilà. Le travail de Maleville ne témoigne pas Mmh. uniquement, d'une réalité objective. Il est orienté. Là, vous avez la rue Mouffetard, heu, une rue Mouffetard qui est déserte, alors qu'elle était, à l'époque, grouillante de monde. Alors pourquoi a-t-il choisi de montrer une rue presque déserte? Ouais, c'est que ça nous amène à penser dans ce cas qu'on détruirait, un paysage ou un décor qui est déserté ou qui n'est pas habité ou presque pas. Exactement, exactement. Voilà, là, avec une vue de ce style, on pense que, bah, qu'il y a personne, Mmh. alors que la photo précédente qu'on a montrée sur les travaux, elle était très habitée par, l'ensemble des ouvriers. Malgré les 15 minutes de pause, c'est-à-dire qu'il a demandé, à tous ses ouvriers de poser. Alors que dans la rue Mouffetard, celle qu'on allait détruire, bon, ça ne l'était pas. Mmh. Donc dès ses débuts, ou presque, la photographie apportait cette ambiguïté du mot objectif. Heu, Très vite, les photographes et ceux qui s'en servaient ont compris l'importance du crédit extravagant, qu'on attribuait à la photo, de dire toujours la vérité. Dès lors, la photo pouvait servir d'autres intentions, la Mmh. désinformation et la propagande. Alors cette image, est extrêmement connue. Elle illustre la victoire sur le nazisme, et elle montre un soldat qui brandit le drapeau soviétique sur le Reichstag le 2 mai 45. Alors, cette image qui a l'air, on est en plein combat, ça semble vraiment une photo de reportage. En fait, elle est entièrement préméditée, construite. Il y a eu, 4 à 5 lieux qui ont été pressentis, et le drapeau, en fait, ils n'avaient pas de drapeau, donc ils ont construit à la va-vite un drapeau avec une nappe, et l'objectif, c'était de rivaliser avec, la photo de Joey Rosenthal. Ouais. La photo de Joey Rosenthal qu'on va voir justement et qui montre des Marines qui plantent, la bannière étoilée sur l'île japonaise de Iwo Jima, et qui a d'ailleurs valu cette photo le prix Pulitzer à son auteur.
Exactement. Donc voilà, ça c'était tout à fait insupportable, pour les soviétiques et l'histoire de cette photo, que je vous ai montrée ne s'arrête pas là. Donc je vous ai montré la photo et il y a une autre photo, la photo originale, la photo brute de capteur si vous voulez. Ouais. Je ne sais pas si On va voir un détail ah d'accord, voilà, des ouais. 2 images et vous pourrez voir, de votre côté de l'écran, un peu comme sur le jeu, des 7 erreurs, des 7 erreurs d'ailleurs, je fais ma liaison, on remarque qu'il y a un détail qui change au niveau du poignet droit, notamment. Voilà. Donc sur le poignet de l'officier qui retient le soldat, vous voyez que, il avait une montre et tout d'un coup, il en a plus. Mais sur l'autre main, celle qui s'agrippe, au socle de la statue, il y a une autre montre. Donc, 2 montres, c'était une de trop. C'était, le détail qui faisait que le libérateur du nazisme, devenait tout d'un coup, un soudard, Mmh. charognard, détrousseur de cadavres et voilà, entre ces 2 photos, il y a juste une petite retouche. Ouais. Heu, donc il semblerait bien que, en ce qui concerne le travail photographique, l'intention l'emporte donc très souvent sur l'objectivité. Mmh. La photographie, finalement, comme tous les autres témoignages humains, ment. Elle ment. Elle ment tout aussi bien, mais avec plus d'aplomb parce qu'elle a ce crédit de la Mmh. vérité. Tu connais ce proverbe, quand le sage, montre la lune? Le sot regarde le doigt? Voilà, Ouais. Ah bah, c'est écoute, ça. quelle transition. Et j'imagine que tu connais cette photo de De Martin Martin Parr. Parr, ouais. Donc on voit cette femme qui montre quelque chose du Mmh. doigt. Heu et moi je trouve que le sot qui regarde le doigt, plutôt que la chose montrée, n'est pas si sot, justement. S'interroger sur l'intention, d'une photo, l'intention du doigt qui appuie sur le déclencheur et qui nous désigne le monde et qui nous montre le monde, c'est pas si idiot que ça. Heu, donc ce que nous montre Martin Parr, sur cette photographie, c'est la station de Brighton, station balnéaire, très, très appréciée des Anglais, en particulier des Londoniens. Et dans The Last Resort, il choisit de nous montrer l'envers du décor, c'est-à-dire la saleté, Mmh. la vérité crue. Au bout du doigt de la femme, il y a certainement une vision plus carte Mmh. postale, moins sale, plus pimpante de Brighton. Mmh. Mmh. Mais Martin Parr choisit de nous montrer, entre guillemets, «la vérité». Alors qu'est-ce qu'il cherche, à nous montrer justement, en nous invitant à regarder derrière le doigt? Est-ce que c'est la face cachée justement, de la pièce, la saleté réelle derrière la carte postale comme tu disais? Je sais pas, je peux pas parler à sa place, mais en tout cas, ce qu'on voit dans cette photo, c'est que, plusieurs vérités se superposent. Mmh. Est-ce qu'il veut nous montrer les ravages du tourisme de masse, la laideur, des Anglais, le ridicule des pauvres, les ravages du thatchérisme, heu, les dangers des cartes postales? Qu'est-ce qui nous désigne? Et en fait, on ne peut pas choisir, on ne peut pas choisir. Mais ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a plusieurs vérités possibles à l'œuvre, Mmh. dans ces images. Pour ma part, moi, ce que je vois dans ces images, de Martin Parr et en toute subjectivité, c'est aussi la brutalité de ces méthodes. Parce que même en plein jour, Martin Parr fixe, les scènes au flash. Il se moque complètement du désagrément causé, à ses sujets. Il se montre complètement qu'il soit beau ou laid, contrairement à l'attitude très respectueuse que dont parlait Jean-Baptiste. Heu donc voilà, moi je trouve que ce qu'on voit aussi dans ces images, c'est une certaine brutalité. Ouais, c'est un peu un procédé, un peu comme Bruce Gilden qui photographie comme ça en mettant le flash sous le nez des gens qui photographient. Mais est-ce que pour rompre justement avec ces paysages cartes postales, ces paysages clichés, il faut pas en réaction, prendre le contre-pied, quitte à forcer un petit peu le trait comme il le fait là? Tu as entièrement raison. C'est, la force de l'évidence, la force du réel est extrêmement forte et elle résiste,
avec beaucoup de vigueur. Donc, pour essayer de démonter la vérité, il faut souvent taper un petit peu fort. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que je ne crois pas. Par exemple, là, nous avons une très belle image de Robert Frank, qui va lui aussi prendre un biais vis-à-vis de la réalité, mais il le fait avec, à mon avis, un peu plus de finesse et d'empathie. Donc cette image très, très célèbre s'appelle Hollywood. Et lui aussi, il nous donne à voir autre chose, parce qu'il fait non pas le point sur la ravissante starlet au premier plan, mais sur les visages complètement subjugués et émerveillés des femmes réelles et complètement ordinaires du second plan. Donc il nous délivre avec cette photo un message sur la société du spectacle, sur la puissance des clichés, justement, un message, une vérité que nous ne pouvons qu'entendre en voyant cette photo, où sont les vraies femmes? Voilà. Et ma réflexion, c'est est-ce que ça n'est pas ça le vrai génie de la photographie? Non pas juste reproduire le réel, mais profiter de son immense proximité avec le réel, de son crédit à dire la vérité, pour montrer et dénoncer comment se construit le réel. Parce que, bon, le réel, ça semble très simple, mais pas tant. Est réel ce qui est vrai, mais vrai aussi ce qui est réel. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Voilà, et qui permet toutes les dérives, surtout quand on demande à la photographie, qui soi-disant enregistre le réel, de trancher le débat. Est-ce que Brighton est pimpante ou pouilleuse? Est-ce que Hollywood, c'est la quintessence du beau ou un miroir aux alouettes? Du coup, c'est moins se poser la question de la vérité que de se demander de quelle vérité il va s'agir. Exactement. De quelle vérité parle-t-on? Est-ce qu'on parle de la vérité du monde? Est-ce qu'on parle de la vérité du point de vue du photographe sur le monde? Est-ce qu'on parle de la vérité de soi, enfin du photographe lui-même? Parce que photographier, c'est affirmer la présence d'un regard, d'un point de vue. C'est aussi et surtout parler de soi, de qui on est. C'est d'ailleurs peut-être la seule vérité incontestable dans une image. Avant l'intelligence artificielle, une image voulait dire: «Je suis là, je regarde, je vois ce qui se passe devant moi». Alors cette image est assez extraordinaire. Elle est d'un artiste chinois qui s'appelle Gao Bo, qui est un grand connaisseur de l'horreur et de la censure. Il a choisi de photographier au Tibet l'occupation et la destruction culturelle et humaine de la région, son effacement par la Chine. Mais il sait très bien le pouvoir et les moyens de la propagande chinoise, et il doute lui-même du pouvoir de transmission de vérité de ces images sur le Tibet. Alors il a cette idée assez incroyable de marquer ces images de son sang. Vous voyez les taches orange sur le mur blanc en haut, c'est son sang. Comme si lui-même, pourtant témoin de ce qu'il rapporte, de ce qu'il voit, ne croyait plus au pouvoir dénonciateur des images, et comme s'il se sentait obligé de les lester d'une blessure organique personnelle. Ceci est mon sang. Voilà, dire la vérité, témoigner du réel, c'est donc pas une mince affaire pour les photographes, surtout quand ils se heurtent à de gros intérêts politiques ou financiers. La photographie, c'est la bonne photographie, c'est un peu le poil à gratter de la vérité. Elle montre les choses, mais elle montre aussi la façon dont elle regarde. Elle nous décolle du réel, comme le tableau de Magritte. Elle nous fait entrer dans l'ère du soupçon. Elle met du doute, du recul, de la pensée dans ce qui était un cliché, c'est-à-dire une évidence. Ouais, donc c'est le photographe qui impose toujours sa vision du réel. Toujours, je ne sais pas, mais le plus souvent, et c'est plutôt souhaitable. Toute photo est une prise de position. Martin Parr choisit de montrer le ridicule des personnes sans leur demander leur avis. Il leur impose sa vision avec violence.
C'est aussi ce que fait Cindy Sherman avec ce portrait, très dur, d'une femme, bourgeoise, à la fois hautaine et dépressive. Mais Cindy Sherman ne peut pas se résoudre à faire violence à d'autres qu'elle. Mmh. Donc, Cindy Sherman ne se photographie qu'elle-même. Elle nous parle des travers de son époque, de son pays, des clichés de la condition féminine, en ne blessant personne, Ouais. contrairement à Martin Pape. Donc la photo, dans ce cas, parlerait d'abord et avant tout, du regard de celui qui la prend. Exactement. Et pas juste du regard, enfin de sa culture, et cetera, Mmh. mais surtout, et c'est très important pour moi, de sa morale. Mmh. Heu et Cindy Sherman ne nous dit rien d'elle, mais beaucoup sur le regard qu'elle pose sur la société, la façon dont elle la regarde. Heu, voilà, entre elle et Martin Parr, je crois que je sais avec qui je Mmh. préférerais passer le week-end. Donc, heu par ces images, le photographe pose une lecture du monde, des autres, de lui-même. Chaque photo est un hold-up du réel et ça, Jean-Baptiste l'a bien montré. Heu, mais c'est une occasion aussi pour lui de s'interroger à chaque image. Quels intérêts ma photo sert-elle? Que puis-je montrer? Que dois-je montrer? Quelle est ma responsabilité? Est-ce que toute image est bonne à voir? Est-ce que je suis complaisante? Ces questions sont pour moi l'essence de la photo, de toutes les photos et pas juste celles, des photos journalistiques. Heu, Chaque photo contribue à construire le vrai, et donc notre responsabilité en tant que producteur d'images, est énorme. Heu, Aujourd'hui, c'est Facebook, par exemple, qui décide pour nous, à notre place, que quand on montre une photo de sein nu, si ce sein, c'est une revendication féministe, c'est une revendication politique, c'est de l'art, c'est de l'érotisme ou, comme il le choisit, de la pornographie. Mmh. Donc, on voit bien que la vérité, qui pourrait être plusieurs pour une même image, est devenue un enjeu commercial. Mmh. Et bien entendu, ça ne va pas s'arranger avec l'intelligence artificielle. Donc vous avez tous vu cette image, qui bien entendu n'est pas une image vraie, Mmh. ce qui est une image entièrement produite par intelligence artificielle de Elliot Higgins. Heu, L'intelligence artificielle rompt définitivement le lien avec le réel. Voilà. Une image d'intelligence artificielle n'a plus rien à voir avec le vrai, Mmh. elle ne garde du réel que le vraisemblable. Ouais, et Heu, ces 2 images-là ont défrayé la chronique, on en a beaucoup, beaucoup parlé, effectivement. Voilà, aujourd'hui, quand on voit une image, on sait que le lien avec le réel est rompu. Alors, Trump a été mis en examen, et avant qu'il se présente au tribunal, ce photographe a créé ces images de toutes pièces. Mmh. Elles n'ont rien de réel, mais elles sont possibles. Voilà, elles sont extrêmement réalistes, elles sont convaincantes, parce que tout ce qu'on croit sur le caractère de Trump nous amène à les prendre pour Mmh. vraies, mais elles ne sont pas vraies. Elles ne sont pas vraies. Donc là, ce lien, qui avait 150 ans, du lien de la photo avec le réel est complètement détruite. Alors la question que je pose, c'est est-ce que, nous saurons vivre, et est-ce que nous souhaitons vivre Mmh. dans un monde où le vrai et le faux, deviennent complètement indiscernables? Un monde où les conditions d'intention, les conditions partisanes, les conditions de démagogie, d'esthétique ou de divertissement vont l'emporter sur, la quête du vrai. Mmh. Voilà, on peut se poser la question de ce que seront les conséquences, sur la démocratie, sur nos psychismes, sur nos décisions, Mmh. de cette perte de lien entre, l'image et le réel. Donc je crois que la photographie a un rôle immense à jouer, ou à retrouver, pour peu que les photographes, acceptent l'enjeu et l'immense responsabilité, de ce lien avec le réel. Eh bien, merci beaucoup, Valérie. C'est une chronique qui n'a pas été écrite par ChatGPT. Tu me le Pas pour confirmes? l'instant, pas pour l'instant. Pas pour le moment. À écouter et à réécouter, bien sûr, parce que c'est très dense, mais très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexions que je trouve passionnantes, que tu prends le temps de partager avec nous. Donc merci beaucoup de tout ça.